Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, on débute l'émission cette semaine avec une revue de presse avec M. Marc Hubert. Démocratie, ça vient du grec démocratia. J'ai été voir ça dans Wikipédia, en fait. Du mot démos, qui veut dire peuple, et puis kratos, qui veut dire pouvoir et souveraineté. Ensuite, une entrevue avec M. Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gaston-Percé. On parle de la guignolée. Toutes les gens qui ont l'aide sociale ont accès à demander ce service-là. Il y a aussi des gens, Mirko, qui travaillent au salaire minimum. On reçoit en entrevue M. Pierre Moreau, ancien ministre des Transports et candidat à la direction du Parti libéral du Québec. On a des devoirs à faire. Il faut retourner à notre table à dessin. Et retourner à notre table à dessin, c'est reprendre contact avec la base militante du Parti libéral du Québec. Et on va parler aussi du passage du 35 mm au numérique pour le cinéma Paradiso de Chandler. Parce qu'on va avoir, en plus du numérique, on va avoir le 3D. Fait que c'est... Et on termine avec la capsule divertissement avec Mme Jocelle Covier. Puis quelque chose, peut-être que les gens ne savent pas, c'est que l'ours polaire a la peau noire. Évidemment, il a la fourrure blanche. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, on passe tout de suite à la revue de presse avec M. Marc Hubert. Bien, Mesdames, Messieurs, nous en sommes maintenant à la section revue de presse avec M. Marc Hubert. Et cette semaine, nous allons aborder le sujet de la démocratie et de la corruption. Démocratie pour essayer de comprendre en quoi elle consiste, la définition de la démocratie que l'on vit aujourd'hui en Amérique du Nord et plus précisément au Québec. Alors, bonsoir Marc. Bonsoir, Mirko, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, très bien, merci. Bon, mais merveilleux. Donc, on parle de démocratie. Je crois que tu t'es inspiré un peu d'articles qui sont parus dans le Transgaspésien, c'est bien ça? Oui, effectivement, dans le Transgaspésien du 21 novembre dernier, il y a eu deux articles qui m'ont interpellé parce qu'il y en a un qui parle de... dont le titre était « Québec modernise la démocratie québécoise ». Et je trouvais ça, je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire exactement de moderniser la démocratie. Et puis ensuite, on va parler un petit peu du commentaire de Nestor Turcotte, aussi paru dans le Transgaspésien, où lui parle de corruption. Et là où je voudrais lier un peu les deux, c'est qu'effectivement, en ce moment, ce n'est pas un mince sujet, on en entend beaucoup parler, et puis ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein. On entend beaucoup parler de ça, ça ressort peut-être plus aujourd'hui, mais ça fait partie, on dirait, de l'infrastructure, pas uniquement politique, hein, ça fait partie dans différents domaines. Dans le fond, c'est prendre conscience que notre démocratie n'est pas parfaite, peut-être pas en parfaite santé. Là. Non, c'est ça. Et puis, pour commencer, en fait, on va poser les bases. J'aimerais qu'on écoute l'intervention de Étienne Chouard, qui est un enseignement en économie, qui va nous donner un peu la naissance de la démocratie, d'où ça vient. Il parle un petit peu des Grecs et de l'époque d'Athènes. Je crois que c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ, donc ça date d'il y a déjà longtemps. Et comment eux voyaient la démocratie. Donc on regarde ça. Moi, je remonte dans le temps plus loin, puisque je retrouve cette idée à Athènes, il y a 2500 ans. Les Athéniens tenaient à l'Iségoria, le droit de parole pour tous, à tout propos, à tout moment, le droit de parole public. Ils y tenaient plus encore qu'à l'isonomia, à l'égalité devant la loi. Et ils y tenaient parce qu'en fait, c'était comme une mesure d'hygiène, de protection, de sauvegarde de la démocratie. Parce que quand on donne la parole à tout le monde, on fait des citoyens des sentinelles. Chaque citoyen peut devenir un gardien de la démocratie et un donneur d'alerte des dérives. Et les Athéniens savaient très bien qu'il y allait avoir des fausses alertes, des pensées dissidentes qui allaient être idiotes ou malveillantes. Mais ça fait rien, ça fait rien. Il vaut mieux, comme on ne sait pas à l'avance quelles sont les pensées qui vont être utiles et celles qui vont être nuisibles ou inopportunes, comme personne ne peut dire à l'avance quelles sont les pensées dissidentes qui vont être utiles ou pas, eh bien on donne la parole à tout le monde. On les autorise toutes. Donc, tu vois, je voudrais juste accompagner un petit complément d'information. C'est démocratie, ça vient du grec démocratia. J'ai été voir ça dans Wikipédia, en fait. Du mot démos, qui veut dire peuple, et puis kratos, qui veut dire pouvoir et souveraineté. Donc, logiquement, lorsqu'on dit démocratie, on parle beaucoup, je ne sais pas si tu as déjà entendu démocratie directe ou indirecte. En fait, c'est un non-sens, parce que le terme de démocratie, par défaut, il est direct, il doit être direct. C'est le peuple qui devrait décider des lois,
Puis ceux qu'on élu, enfin les élus dans le fond, devraient s'occuper d'autre chose, mais c'est à nous de nous occuper vraiment de la souveraineté, Donc, le peuple devrait toujours être au centre de l'ensemble des décisions. Voilà, effectivement. Et aujourd'hui, on a scindé ça. Il y a tellement d'écart entre les lois qui sont passées et puis le peuple lui-même, et d'intermédiaires entre ça, que la machine démocratique s'est complexifiée beaucoup. Et ce qui encourage, effectivement, il y a tellement d'intermédiaires aussi, c'est que les éléments de corruption là-dedans peuvent se placer facilement, parce qu'il y a plus... Il y a une époque où c'est le peuple qui se réunissait pour décider, mais aujourd'hui, techniquement, on n'a plus le temps vraiment. Donc en fait, c'est là où je voulais justement venir à la corruption, qui est un sujet vraiment d'actualité. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans que je t'ai lu tout à l'heure, là, sur le commentaire de Nestor Turcotte, où il cite à la fin de son premier paragraphe, où il parle que voilà, c'est universellement connu, la corruption, mais il dit que la donne ne changera pas demain matin. Ma question en lisant ça, c'était qu'est-ce qui fait que nous, en tant que citoyens, on ait toléré ça? C'est-à-dire on est conscient que la corruption, elle est présente, mais que ce soit toujours quelque chose qui soit présent. On a beau avoir des commissions, on a beau avoir des dénonciations, on a beau avoir des procès, la corruption est toujours présente. Donc c'est là ma question, c'est ce qui m'a soulevé à vouloir pouvoir faire un peu cette chronique-là. Et donc, pour pouvoir corrompre la population, on va dire en douceur, parce que si ça se faisait drastiquement, on appellerait ça peut-être même une monarchie, où on serait en dehors de la démocratie, on va dire celle qu'on appelle démocratie aujourd'hui. Parce que, comme vous l'avez vu dans la définition, selon la définition de Étienne Chouard, on n'est plus vraiment dans une démocratie. On a pris beaucoup de distance sur cette définition-là. On l'a bâtie selon notre structure sociale et notre complexité. Ajouter à cela les enjeux des entreprises, les enjeux des politiciens, les enjeux des électeurs eux-mêmes, tous les intérêts combinés. On parlait la semaine dernière avec Maryse de l'objectivité journalistique, on parlait de tous les gens protègent leurs intérêts. Donc sans trop m'éloigner du sujet, on prend conscience que pour pouvoir corrompre à une échelle assez douce pour qu'on le tolère, il y a une forme de manipulation. C'est-à-dire qu'on est obligé de placer des éléments plus ou moins mensongers, ou bien on met plus en avant nos intérêts. Et puis, j'ai avec moi en fait un autre intervenant qui est Normand Baillargeon, qui est enseignant à l'Université du Québec à Montréal et qui enseigne, je crois, si je ne me trompe pas, les fondements de l'éducation. Et en fait, il y a un livre qu'il a écrit, je vais en parler à la fin de cette chronique, et il cite un exemple de manipulation, puis j'aimerais qu'on l'écoute. Et là, c'est un exemple de manipulation d'entreprise qui va employer certains mots à chaque fois qu'ils vont parler de leurs produits et en tasser d'autres parce qu'ils ont une connotation négative. Et vous allez voir que le discours politique aussi a cette fonctionnalité-là d'employer des tournures de phrases. Donc c'est assez intéressant. J'aimerais qu'on écoute Normand Baillargeon. Lorsque, les années 90, tu vois, fin des années 90, les organismes génétiquement modifiés passaient mal auprès du grand public, tu vois, des firmes de relations publiques ont été engagées pour essayer de passer le message, pour essayer de faire en sorte que le message passera mieux. Et ce qu'ils ont fait, c'est un travail sur le langage. C'est-à-dire, ils ont vraiment délimité un champ sémantique de mots à connotation positive qu'il était utile d'employer, si je donne des exemples, nature, naturel, etc., et des mots qu'il était interdit d'employer pour discuter de la réalité des OGM, parce que ces mots-là avaient des connotations négatives chez les gens. Alors ça, pour le savoir, ils ont fait des enquêtes auprès des gens. Ils leur ont décrit les organismes génétiquement modifiés en utilisant un certain type de vocabulaire, puis un autre, et ils ont regardé les réactions des gens. Ils ont été en mesure de déterminer quel type de langage Monsanto, par exemple, devait employer dans ses publicités, dans ses communications avec les gens, pour susciter une adhésion plus positive ou une vision plus positive de leur objet. Comme les nuages, comme l'air, comme la pluie, comme le soleil, Roundup de Monsanto est un élément primordial pour l'agriculture. Roundup de Monsanto, très proche de la nature.
Cette façon de cadrer le discours, ben, Chomsky il a montré comment ce travail-là est une composante extrêmement lourde de l'histoire de nos sociétés. Alors comment dans nos sociétés, on a de très longue date des institutions qui sont spécifiquement vouées à ce travail sur l'opinion. Les formes de domination varient selon le type de société dans lequel on se trouve. Tu vois? Et le type de domination qui existe dans nos sociétés est absolument différent du type de domination qu'on peut retrouver dans une société totalitaire ou dans une société antidémocratique. Donc, Marx, ça nous fait vraiment prendre conscience qu'on a développé là, des spécialistes dans la manipulation de cette démocratie-là et on n'a qu'à penser à tous les lobbying qui sont en place pour réussir à faire passer des idées, pour réussir à en arriver à des objectifs qui sont souvent très précis et que souvent le peuple n'arrive pas à suivre le train. Là. Effectivement. Puis tu parles de lobbying, c'est un bon exemple, mais c'est quelque chose où à l'époque allemande d'Hitler, en fait, on parlait de propagande, propagande nazie, mais aujourd'hui, il y a Edward Bernays, qui est un Américain de l'époque justement d'après-guerre, qui s'est dit, ben, on ne peut plus utiliser le mot propagande, mais on a quand même besoin de véhiculer nos intérêts, que ce soit politique. Donc il a tourné cette formule où on va être des conseillers de publicitaires ou des conseillers en marketing ou des conseillers politique envers la population. Donc on va conseiller les politiciens de sous quelle forme faire passer un message pour qu'il soit reçu de telle façon par la population. Donc ça donne un peu une idée du parcours, en fait. Et donc on n'en a pas tous vraiment forcément conscience, parce qu'un politicien, forcément, surtout lors des élections, lorsqu'il va se mettre à faire des discours, même ici, on reçoit en ce moment certains politiciens qui parcourent la Gaspésie. Puis, forcément, pour les prochaines élections, on commence à préparer un discours qui va aller tout à leur avantage. Même si on va essayer, et certains sont vraiment bien entraînés à avoir des réponses qui vont soit détourner ou tout simplement donner un regard positif d'un événement passé qui était négatif. Voilà. Donc ça donne un peu cette idée... C'est même une qualité première qu'on doit retrouver dans ceux qui veulent se lancer en politique, la capacité de bien... posséder un vocabulaire et surtout avoir une façon de présenter ses objectifs en ayant toujours derrière la tête de ne pas s'autodétruire dans son propre discours. Effectivement. Et son entourage va souvent le corriger. Et souvent, on va voir, lorsqu'on va recevoir un politicien, il va avoir facilement 4-5 conseillers derrière les caméras à la régie avec les enregistreurs à la main et puis l'asseoir au front pour être certain que le journaliste, à la limite, ne met pas le politicien ou le parti politique, parce que la fameuse ligne de parti, lorsqu'on se présente pour un parti, qui ne déroge pas de ce qui est déjà préétabli. Et aujourd'hui, avec la complexité du monde des communications, surtout la rapidité avec laquelle une simple phrase peut prendre place dans l'actualité, ils se doivent de faire très attention. Oui, et en plus, surtout cité hors contexte, souvent on arrive à bien manipuler l'opinion publique sous cette forme-là. Et c'est un point que tu amènes, que je voulais soulever. Il y a eu un Noam Chomsky qui a été beaucoup cité dans le livre que je vais parler tout à l'heure de Normand Baillargeon, qui est on appelle ça un peu une forme de penseur aux États-Unis, qui est un monsieur qui est assez âgé aujourd'hui, mais qui a beaucoup fait parler de lui dans les années 70. Et puis, il a sorti 10 stratégies, en fait 10 points, comment on fait effectivement pour... alors moi, je ne veux pas instruire nos gens municipaux pour manipuler les gens, mais ça donne une idée un peu des stratégies utilisées. Je vais les citer rapidement, parce que après, j'encourage les gens à aller voir sur Internet les stratégies de manipulation de Noam Chomsky. Donc, en fait, il parle numéro 1, c'est la stratégie de distraction. D'accord ? Donc, on va mettre énormément de distractions au niveau médiatique, surtout, et puis pour que le cerveau n'ait plus vraiment, ne sache plus trop où donner de la tête. Ensuite, on a créé des problèmes puis offrir des solutions. On l'a vu, par exemple, lors de la crise économique, pour faire accepter un mal nécessaire du recul des droits sociaux. Comment s'autoriser le fait de pouvoir faire quelque chose que peut-être la population n'aurait jamais accepté si on ne s'était pas retrouvé dans un cas. Et souvent, les policiers ne l'admettent pas forcément, mais les stratégies sont on va créer des problèmes pour apporter des solutions. Ensuite, on a la stratégie de dégradation, on a une stratégie du différé aussi, c'est-à-dire qu'on va parler possiblement d'une adaptation qu'on va devoir faire au niveau des lois, mais dans le futur, et ce qui fait que les gens se disent « oh, c'est pas pour tout de suite, de toute façon, donc je ne m'en soucie pas ». Il y a plusieurs points comme ça qu'il avance.
s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Bon, ça, on le voit beaucoup dans les mondes de la publicité. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion, ça c'est un peu dangereux aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué en ce moment, on est beaucoup sous la stratégie du choc, la peur médiatique, ce qui est mis en avant beaucoup, le sensationnalisme. Et ça, forcément, ça va chercher l'émotionnel chez les gens. Et ça, on va dire que ça n'apporte pas forcément une réflexion plus objective du sujet. Tout à fait. Et puis on a, bon, maintenir dans l'ignorance, ça c'est pas compliqué non plus. Mais c'est plus difficile maintenant avec le niveau de scolarité des gens, mais à une certaine époque, c'était numéro 1. Et puis avec l'Internet aussi aujourd'hui, alors il y a tout, il y a apprendre à la laisser sur Internet, mais ça permet la diffusion d'informations peut-être plus rapidement. Et puis quelqu'un qui est sur le terrain, qui a capté des images, et puis c'est pas forcément un point de vue du journal ou de votre chaîne locale, mais ça peut apporter des fois un regard différent. Il y a eu des sujets comme ça traités au Moyen-Orient qui ont été controversés. Bon, il y a remplacé la révolte par la culpabilité et puis connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Donc ça, c'est une stratégie qui est amplement employée par les entreprises. Vous savez qu'une entreprise qui veut vendre un produit va embaucher, on va parler des grosses multinationales, vont embaucher des psychologues pour enfants, pour adultes. Quelle est votre façon de fonctionner de votre cerveau? Comment vous réagissez à telle forme, à telle couleur? Donc, ils vous connaissent mieux vous-même que vous connaissez. Et parmi les différents points que tu viens d'énumérer, je reconnais certains points qui ont très bien appliqués par l'ancien gouvernement libéral lors de la grève étudiante. Certains points qui sont terriblement mis de l'avant, qui ont été suivis à la lettre. C'est à se demander si on n'a pas vu ce livre-là au niveau du parti. C'est un peu forcément le point 10, c'est le fait de connaître mieux la population que l'on souhaite diriger qu'elle. Donc on bloque sa connaissance à elle, puis on est capable de la manipuler. Ce sont des incontournables qui sont de plus en plus maîtrisés par le monde politique actuel. Alors, en gros, pourquoi ça ne change pas? C'était un peu ça le début de la question. Pourquoi? Je voulais conclure un peu là-dessus. J'aimerais qu'on écoute d'abord Normand Baillargeon, qu'on le réécoute et qu'il donne un peu son opinion de pourquoi le fait que les petites révoltes qu'on a déjà eues en ce moment, il va nous donner un peu son opinion là-dessus. Si on se fie uniquement à ce qu'on vit autour de nous pour juger de l'ensemble de notre société, on a une vision souvent extrêmement limitée, tu comprends? D'où l'importance d'avoir des relations avec d'autres, de discuter avec d'autres. Et moi, je pense profondément qu'une des raisons pour lesquelles le militantisme n'a pas tout le succès qu'on souhaiterait, c'est que notre société a réussi à nous isoler, à faire en sorte qu'on est chacun de notre côté. On regarde la télé tout seul chez soi le soir, et il nous arrive de penser que oui, peut-être que ça n'a pas tout à fait de sens ce qu'on nous dit là, mais étant seul, on n'arrive pas à discuter, à échanger avec d'autres. On est limité à notre propre expérience, tu comprends? Alors donc, non seulement sur le plan de l'expérience personnelle, mais aussi sur le plan de la vie politique, tu comprends? La sphère du politique suppose qu'on fasse ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire qu'on soit ensemble en train de discuter et qu'on puisse échanger avec d'autres, recevoir le point de vue des autres. Une des forces de notre système de propagande, je pense, c'est de nous avoir isolés à un point où c'est devenu très rare que d'avoir ce type de rapport-là. Voilà. Donc, on comprend bien, avec l'extrait qu'on vient de voir à la maison, là, que le fait de vivre dans une société où l'individualisme est au premier plan, ça n'aide pas nécessairement à appliquer une démocratie saine, non? Non, c'est ça. Le fait d'être bien scindé, on a déjà une dure journée de travail, on rentre chez nous, on écoute la TV. On ne veut pas forcément... Reflet d'ici, revue de presse avec M. Alors là, ça, c'est un bon point. Mais après ça, il faut sortir au café et faire de la participation citoyenne et aller parler avec les gens, se renseigner d'une façon autre que l'unique média télévisuel, puis commencer à enrichir, on va dire, l'échange. Et donc, c'est une des facettes qui fait qu'aujourd'hui, on a une sorte de tolérance. Et la corruption elle-même, quelque part, techniquement, on est tous un peu corrompus. On fait tous partie un peu... Quelle est notre participation à ce système-là? Il n'y aurait pas un peu de résiliation à travers tout ce qu'on discute ce matin? Là, parce que j'en parlais, moi, avec justement les 3 candidats comme chef de parti du libéral qui passaient en Gaspésie la semaine dernière. Et puis, on parlait de ça, de résiliation. Là, à un certain moment donné, est-ce qu'on ne se dit pas, quelque part, il n'y a rien à faire avec ça, puis on n'a pas le choix de suivre le train, puis d'une manière ou d'une autre, il y a tellement de processus à passer pour réussir à se faire entendre et faire changer les choses que ça devient comme décourageant, puis on laisse aller. Je sais qu'il ne faut pas laisser aller, mais... Non, mais c'est ça, et je pense que on a toutes nos propres vies, nos propres problèmes,
Fait que les problèmes de société, parfois, passent en second plan par rapport à nos problèmes personnels. Oui, en fait, c'est se demander est-ce que le changement va venir d'en haut, d'en bas? Est-ce qu'on doit attendre de nos gouvernements de se reprendre en main, de défaire la structure actuelle pour la rendre plus démocratique qu'elle n'est? Ou bien que nous, en tant que citoyens, on reprenne les rênes de notre vie, entre guillemets, et puis qu'on décide, nous, de rendre ça plus Parce que démocratique. une des premières questions que je posais aux 3 candidats, c'était est-ce que vous allez renouveler le Parti libéral? Vous puis moi, est-ce qu'il va être... À quoi on peut s'attendre? Est-ce que ça va être un autre Parti libéral? J'en doute. Ah oui, j'imagine qu'eux t'ont répondu que oui. Ils me répondaient que oui, puis, ils veulent redorer le blason. Pas à 100%, là, à 200%, mais au bout de la ligne, on s'en reparlera peut-être d'ici 1 an et demi, puis j'imagine qu'on ne sera pas dans un Québec de révolution. Là. Non, je ne pense pas non plus. Puis effectivement, le Parti libéral a quitté sous un mauvais éclairage un peu. Puis le processus lui rend le temps où les gens vont passer à autre chose. C'est ça, mais je ne sais pas si tu suivais un peu, mais on s'attendait à ce qu'il soit balayé, le Parti libéral, puis ça a été loin de là. Hein. Et puis, il est à la porte du pouvoir. Et il est un adversaire de qualité pour le gouvernement en place à l'heure où on se parle. Et c'est incroyable la capacité que les gens ont à oublier. Oui, nouveau chef, nouveau chef, nouveau monde. On n'a qu'à changer le chef du parti, puis on est parti pour une autre tournée. C'est un bon point que tu avances, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on soit revenu à cette situation un peu cyclique, hein? On parlait tout à l'heure, ça revient comme ça. C'est une bonne question, il faudrait que je pense, moi personnellement, selon mes recherches, la population devrait se protéger, c'est-à-dire, et c'est là le point du livre que je voulais avancer, qui s'appelle « Petit cours d'autodéfense intellectuelle ». C'est très bon. Pour de vrai, c'est ça le titre? Oui, Petit cours d'autodéfense. Hey. En fait, Normand Baillargeon, qu'on a vu 2 fois en capsule ici, c'est lui qui a écrit ce livre-là, et il donne des petits trucs pour justement cerner le discours politique, cerner le message caché derrière souvent un discours qui paraît trop neutre ou qui paraît trop encourageant ou positif peut-être, même, et pas uniquement au niveau politique, mais aussi au niveau... que ce soit quand vous écoutez un reportage, un documentaire à la télévision, les termes qu'on va employer. Dans le monde des communications, nous autres, on appelle ça « partir la cassette ». Voilà. Par exemple, dernièrement, avec le conflit au Moyen-Orient, on employait beaucoup de termes comme les frappes chirurgicales. Alors, on employait des termes comme ça d'armement. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, frappe chirurgicale? Ça a une connotation un peu positive. Mais techniquement, ça veut dire qu'on est en train de tuer des civils, alors qu'on visait aussi... il va y avoir des pertes civiles lorsqu'on va attaquer. C'est ça que ça veut dire, en fait. Alors, il y a des tournures comme ça qu'on emploie pour adoucir un discours et lui donner une sorte de connotation technique et positive. Puis, vous allez voir que, pour ceux qui sont intéressés à lire ça, c'est employé dans énormément de domaines, pas uniquement la publicité pour vous vendre des produits, mais le discours politique, surtout aujourd'hui. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, pour que ça puisse recommencer, il faut bien qu'on trompe à nouveau la population. Alors, soyons vigilants intellectuellement sur tout ce qu'on voit tant à la télévision, à la radio que sur Internet. Puis un très beau livre de chevet en passant. Oui, moi qui lis tellement, qui est un lecteur exemplaire, j'ai lu un livre dans ma vie, c'est peut-être pas bon de le dire, mais je trouve, franchement, là, c'est une superbe de belle proposition là, pour, disons, puis très bien écrit, beaucoup d'humour. S'outiller pour faire face à ces manipulateurs. Voilà. Et des fois, c'est pas forcément volontaire. Puis moi, j'aimerais vous quitter sur une conclusion qui met un peu plus à jour le fait que, comme je disais tout à l'heure, on est tous un peu participatifs. Parce qu'on n'est pas forcément, on n'a pas la connaissance forcément de toute cette stratégie-là, ce qui est logique aussi. Donc on y participe, qu'on le veuille ou pas, indirectement. Et puis, donc j'aimerais juste qu'on termine sur ce petit topo-là. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Merci à toi. Il y a des questions que nous pouvons tous nous poser. Dans quelle mesure est-ce que je participe à cette corruption généralisée? Ne sommes-nous pas tous corrompus à différentes échelles? Les plus démunis sont souvent les plus révoltés. D'une certaine manière, nos salaires et nos frigos bien remplis ne nous éloignent-ils pas de la révolte, du questionnement individuel, de la remise en question du système? N'est-ce pas un accord tacite que nous passons avec notre corrupteur? Paye-moi pour que mon confort soit sauf et en contrepartie,
je m'engage à suivre mon train-train et à ne pas sortir du rang. Ces questions sont d'une importance capitale, car par l'exemplarité, nous pourrons faire changer les choses. Dans l'existentialisme est un humanisme, Sartre nous explique que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que ce sont nos actes qui définissent notre nature profonde. Dénoncer est une chose, agir en est une autre. Regardons donc dans nos assiettes, sur nos tickets de caisse, regardons-nous dans la glace, droit dans nos propres yeux, et ne donnons pas la moindre chance à ce système de nous corrompre. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Jacques Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Et on rencontre M. Langelier cette semaine pour discuter des activités reliées un peu à la période des fêtes, comme à l'habitude, les fameux paniers de Noël et les activités de la guignolée. Alors, bonsoir, M. Langelier. Bonsoir, Mirko. Ça va toujours bien? Ça continue de bien aller. Ça continue. On réussit à suivre le train pour arriver à Noël en même temps que tout le monde. Très bien, jusqu'à maintenant, très bien. Pas de problème. Donc, on débute l'entrevue aujourd'hui, M. Langelier, avec les activités de panier de Noël. Oui. Ça s'adresse à qui? Bon, d'abord, c'est très bon à chaque année, je pense, Mirko, de toujours revenir, même si l'activité comme telle est rodée. Je pense qu'il faut toujours revenir, il faut toujours répéter puis mettre les choses à la bonne place. C'est pour ça que je viens parler de l'activité de panier de Noël, puis que je dis d'abord en partant, avant qu'on dit à qui ça s'adresse, que c'est un service du Centre d'action bénévole. Donc, autant service d'accompagnement médical, service de popote roulante, service de visite amicale, ça fait partie des services. Mais c'est un service que le Centre d'action bénévole a décidé d'offrir. Il ne faisait pas partie de l'ensemble des services. Donc, on s'est rendu compte qu'au niveau de la population, c'est sûr que quand on demande aux gens, et ça je le dis souvent, c'est quoi qui fait qu'on peut demander chez vous? Ça s'adresse à qui, ça, finalement? Les gens vont nous dire d'emblée, bien, c'est sûr que les gens qui reçoivent l'aide d'aide sociale, ça ne doit pas les aider beaucoup. Ça doit les aider beaucoup, c'est-à-dire qu'ils aient accès à un panier de Noël. Alors, à ce moment-là, oui, c'est sûr que les gens qui ont l'aide sociale ont accès à demander ce service-là. Il y a aussi les gens, Mirko, qui travaillent au salaire minimum et aussi les salaires minimums qui se retrouvent en chômage. Ça fait que si j'ai gagné 10 piastres ou 11 piastres de l'heure, je me retrouve à 5-6 piastres de l'heure, si on veut, 55 % de mon salaire. Donc, j'ai accès à demander ce service-là. La troisième chose aussi qu'on n'oublie pas, ce sont les gens qui ont le petit chômage aussi. Alors, que j'ai travaillé au salaire minimum ou pas, dépendant du montant de chômage, à ce moment-là, on va dire à ces gens-là, vous avez accès à demander ce service-là. C'est un service. Et pour justement avoir accès à ce service-là, il y a certaines procédures auxquelles il faut se soustraire. Bien, oui. On appelle ça des critères, puis je pense, Mirko, que peu importe l'endroit où on va aller. On ne va pas n'importe où avec n'importe quoi. Il y a toujours des critères. Je vais au CLSC, il y a des critères. Je vais au Centre d'action bénévole, il y a des critères. Si je m'informe auprès d'un organisme comme les Chevaliers de Colombe, bien, ils offrent tous tel service dans le cadre de tel critère. Alors, c'est sûr que nous autres, depuis 3-4 ans, on a fait... Il y avait toujours un formulaire à remplir pour donner les différentes coordonnées, de façon à savoir, bon, bien, c'est quoi la problématique de la personne. Alors, à ce moment-là, depuis 3-4 ans, et on réussit très bien là-dedans, on a dit on va faire un formulaire de panier de Noël en disant aux personnes, puis si on demande ça, avant que j'oublie, c'est pour dire aux personnes que nous autres, on reçoit de l'argent. C'est tous des dons de la MRC Rocher-Percé et de l'argent de la MRC Rocher-Percé. Ça ne vient pas de Québec, ça ne vient pas du gouvernement, ça ne vient pas de Centraide, parce que Centraide, lui, il est au niveau du dépannage alimentaire ponctuel dans l'année. Donc, aucun rapport avec les paniers de Noël. Alors, c'est sûr que pour que cet argent-là soit le mieux dépensé, avec le plus de clarté possible pour les gens qui nous donnent, c'est très important qu'ils sachent de quelle façon on gère ça. Alors, à ce moment-là, on va dire, vous avez des revenus. Quels sont vos revenus? Est-ce que c'est la Régie des rentes, est-ce que c'est l'aide sociale, est-ce que c'est le chômage, etc. Et vous avez également des dépenses comme on en a tous. Ce qu'on veut voir quand la personne arrive avec le formulaire, c'est les preuves que je reçois tant de revenus, les preuves que je paye tant de téléphone, tant de loyer, tant de ci, tant de ça. À ce moment-là, on ne peut pas... La demande est aussitôt rejetée si les formulaires n'est pas conforme à ce qu'on demande. Puis les preuves, je tiens à dire aux gens, il y en a qui disent « Ouais, mais je vais commencer à fouiller dans mon compte de banque. » Moi, si on me dit, par exemple, mon montant d'assurance chômage est déposé dans mon compte de banque, moi, ce que je leur dis, garde, viens juste me montrer la date. Tu peux mettre des papiers blancs partout. Moi, je veux voir que tu as eu le montant d'assurance chômage à telle date. L'aide sociale, la même chose, les dépôts directs, la même chose. Et ça, c'est strictement confidentiel. S'il y a des gens qui nous envoient ça par la poste, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie. Bon, oui, j'ai eu les preuves.
On appelle la personne, on dit, est-ce que vous voulez venir chercher vos preuves? Ben non, j'ai plus besoin de ça. Nous autres, on les détruit automatiquement. Et cela toujours en ayant derrière la tête d'être le plus équitable possible selon ce qui est disponible au niveau des dons. Exactement. Le plus équitable possible, puis le plus clair possible. Il y a un mot que je cherche puis que je ne trouve pas, ça m'arrive, mais au niveau des argents que donne la population. Un souci de transparence. Oui, voilà le mot que je cherchais. Pour dire aux gens, vous nous donnez de l'argent, puis si les gens nous donnent de l'argent, nous autres, c'est toujours, ils nous font confiance. Tu ne donnes pas 10$ puis 15$ à n'importe qui, je ne pense pas. Tu le donnes parce que tu penses qu'il va être bien géré, puis on les assure d'une meilleure gestion possible, et n'importe quand, s'ils veulent des renseignements là-dessus, on peut leur dire, voici comment on dépense votre argent. Et d'une manière ou d'une autre, on va rappeler les coordonnées à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et comme à l'habitude, la fameuse guignolée qui revient, les gens, on le disait en préparation de l'entrevue, on n'a pas besoin de le préciser, les gens sont généreux. Bon. Ça, c'est très important de le dire. Oui, c'est très important de le dire. Le but, c'est plus de rappeler aux gens où ça va se passer et inviter les gens à continuer à être généreux. Exactement. Je pense que c'est ça le message que je passe depuis un certain nombre d'années. Moi, les gens me demandent, sont-ils généreux? On parle de la guignolée, là. Je pourrais vous parler de bien des choses dans le Centre d'action bénévole, où les gens continuent d'être généreux. Alors, les gens n'ont pas à se dire, est-ce qu'on va être généreux cette année? Est-ce que ça va... Oui, ça. Il n'y a aucune inquiétude, ça va bien fonctionner cette année. Puis les gens sont déjà ancrés dans cette générosité-là. Ils croient au Centre d'action bénévole, ils croient aux besoins, ils respectent beaucoup les gens aussi qui sont dans le besoin. Puis ils nous disent, regarde, oui, on va continuer à faire notre part. Voilà. La générosité, elle est là. Ce qu'on travaille maintenant, c'est de dire aux gens, est-ce qu'il y a moyen de continuer ce qui est déjà commencé? Gardons le cap. Oui. Demandons-nous pas si c'est fait ça. Essayons de continuer. Alors, il y a deux volets cette année, comme les années passées. Il y a la guignolée comme telle, qui, je dirais, est en collaboration avec Carrefour Jeunesse Option Emploi et le 96,3 Chandler. Et il y a l'activité aussi Tournée des commerces, collaboration de la Sûreté du Québec de Pabot et de 96,3 FM aussi. Et j'aimerais vous dire, avant de donner un petit peu rapidement l'horaire, que ça a été, s'ils sont intervenus comme partenaires, ça a été à leur demande d'eux autres. Nous autres, on n'a pas dit « voulez-vous faire ça ». Ils sont venus nous voir en disant « on aimerait faire quelque chose aux autres ». Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On vous suggère ça. Pensez-vous que ça a de l'allure? Oui, on y va. Ça fait des années que c'est embarqué là-dedans. Alors, la guignolée des commerces comme telle, je dois te dire que tous les commerces, ou à peu près, vont recevoir ou auront reçu au moment où je te parle, une lettre disant le 5 décembre, la Sûreté du Québec va faire la tournée des commerces et vont ramasser vos dons. Encore là, je ne dirais pas aux commerçants, essayez donc d'être généreux, s'il vous plaît. Non. Essayez donc, si c'est possible, de continuer à être généreux comme vous l'avez toujours fait, parce qu'on ramasse beaucoup d'argent là-dedans. Alors, c'est pour une 7e année consécutive. C'est sur le portail aussi de la Chambre de commerce de Rocher-Percé, alors ce qui est un plus pour nous autres. Puis c'est évident que leurs initiatives, je parle du Carrefour puis je parle de la Sûreté du Québec, bien à ce moment-là, ça fait toute la différence. Il y a aussi une guignolée sur le terrain, les gens s'en rappellent. Il va y avoir le jeudi 29 novembre, on va être au Super C à Chandler. Mercredi 5 décembre, puis ça, il ne s'agit pas de prendre ça en note nécessairement, ça va être diffusé comme information. Toujours 13h à 20h au Super C. Cette année, on a décidé, le Carrefour Jeunesse Option Emploi était d'accord avec ça. On essaye de cibler un gros commerce 2 fois cette année. On essaye ça. Alors, on essaye le Super C. IGA de Chandler, on va retourner là. Et on va retourner aussi au IGA de Grande-Rivière. Sans oublier les 2 garderies de Chandler et Grande-Rivière, parce que les petits-enfants qui sont là, avec je sais pas, les animatrices, là, ils vont faire aussi quelque chose de spécial. Le Père Noël va aller les voir. Donc, il y a toujours... C'est sûr que la guignolée et la tournée des commerces, c'est une collaboration, regarde, de tout le monde, de tout ce qui bouge dans la MRC. Monsieur, madame, tout le monde, les commerces, les milieux de travail, les organismes, les fondations, les congrégations religieuses, j'en oublie, tout le monde. Merci à l'ensemble des partenaires. Il met la houle. Petite parenthèse maintenant sur la campagne de financement Centraide. Campagne de financement Centraide, c'est un suivi que je fais parce qu'on était venu ici t'en parler déjà. Si tu travaillais, on parlait de pizza Centraide. Maintenant, pour des raisons qu'on n'a pas expliquées. C'est un petit peu qu'on n'était pas conforme toujours dans nos livraisons, puis on a décidé, regarde, on va mettre ça de côté. À ce moment-là, on vend ce qu'on appelle des pots de confiture. On va dire pots de confiture Centraide. Alors, cette année, on a 6 organismes accrédités. On avait 700 pots de confiture à vendre. Et là, je te parle de campagne Centraide. Là, je ne te parle pas de guignolet, je ne te parle pas de bien des choses. On a vendu 700 pots de confiture et plus, parce qu'il y a des gens, on n'avait plus. Donc, il y a des gens qui ont dit, j'aimerais faire un don quand même. On a vendu 700 pots de confiture, je te dirais, dans 2 semaines.
Donc, encore une fois, une belle preuve Ben, de la solidarité des gens. Puis c'est pas vendre, puis finir à aller frapper aux portes. Ça n'a pas été difficile à non, vendre. ça n'a pas été difficile. Et les gens, dès le mois de septembre, nous appellent en disant « 113 cette année? » Ah oui, ça arrive, puis c'est déjà, ça roule comme ça. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est dire un gros merci à tous ces gens-là. Pas juste parce que l'année passée ou cette année, ils vont être généreux. Ça fait X années qu'ils sont dans ce mood-là. On va appeler ça un mood de générosité. On tient bon, on lâche pas, puis on est là tout le temps. Et si c'était pas ça, le Centre d'action bénévole, oublie ça. On le sait, au Centre Action bénévole, on en parle depuis le début, il y a plusieurs services et naturellement, pour offrir ces services-là, il y a la fameuse équipe de bénévoles qui est derrière et elle est très importante. Oui, elle est très importante, puis je te dirais que chaque fois que je parle à quelqu'un, un organisme, ou que je viens faire une entrevue, je touche toujours l'aspect recrutement de bénévoles. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une équipe qui est en place. On sait que du bénévolat, à un moment donné, si c'est toujours les mêmes, il y a un essoufflement qui s'installe, puis c'est partout. C'est partout, partout, partout. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de recruter le plus possible des bénévoles de façon à distribuer les tâches plus équitablement. De ne pas demander 50 heures à un autre s'il n'est pas capable, mais de renouveler, d'aller d'un bénévole à l'autre. Alors ça, c'est une des recettes qui fait qu'on réussit à garder un bassin de bénévoles qui est toujours bon. Mais jamais qu'on dira une fois, ben non, là, c'est plus important, on en a 200, on en a assez. Non. 200, 250, 300, amène-en. Puis je te dirais qu'au Centre d'action bénévole, je prêche pour ma paroisse, c'est peut-être pas le meilleur endroit au monde, mais je te dirais que c'est un très bel endroit pour se réaliser bénévolement. Il y a toutes sortes de choses qui entourent ça, des journées de formation, journal de liaison, activités récréatives, etc., etc. Puis on développe un sentiment d'appartenance. Vous le demanderez à ceux qui en font partie. C'est un sentiment d'appartenance qui est très important. Et je connais très bien ce mode de fonctionnement. Nous, à la télé, nos bénévoles, c'est la colonne vertébrale de notre programmation locale. Donc, on termine en rappelant, comme à l'habitude, les fameuses coordonnées du Centre Action bénévole. Alors, on est toujours au 390 René Lévesque-Ouest, numéro de téléphone 418-689-6023. Et je termine toujours en disant aussi, Mirko, si tu te rappelles bien, on ne fait pas juste donner des coordonnées pour le fun. On dit aux gens, si vous voulez nous appeler, si vous voulez venir voir, c'est quoi le Centre d'Action bénévole? Parce qu'encore aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent voir et qui disent « Mon Dieu, mais je pensais jamais. » On est connu, c'est sûr. Mais ils ne pensaient jamais qu'il y avait toute cette panoplie de services à faire. Puis encore une fois, number one, les bénévoles. Pas de bénévoles, oublie tout. Les bénévoles sont là et à partir de ça, nous autres, on encadre. Puis en tout cas, ceux qui sont là sont très heureux, je pense. M. Langelier, merci de votre visite et au plaisir de se revoir. Bien, merci à TVC-GR pour l'excellente collaboration. On a sûrement l'occasion de se voir. Puis je vous invite à couvrir les événements aussi, si c'est possible, dans votre horaire. Comme à l'habitude, on va être là. Oui. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Nous recevons en studio aujourd'hui avec nous M. Pierre Moreau, candidat à la direction du Parti libéral du Québec et ex-ministre des Transports sur le règne de M. Jean Charest. Alors, bonsoir, M. Moreau. Bonsoir, M. Da Silva. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Alors, M. Moreau, on va débuter tout de suite en allant dans le vif du sujet en ce qui concerne vos ambitions en tant que chef du Parti libéral. Est-ce que vous pensez renouveler le parti ou tout simplement continuer le travail qui avait été fait par vos prédécesseurs, étant donné que vous êtes un ancien ministre? Non, bien, je pense qu'on a un travail à faire qui s'inscrit dans le renouvellement du parti, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le 4 septembre dernier, les électeurs du Québec nous ont envoyé un message en disant que nous n'étions plus l'option pour former le gouvernement. Il faut donc décortiquer le message qui est fait et comprendre que malgré les politiques économiques, malgré les politiques que nous avions mises en place, on a des devoirs à faire. Il faut retourner à notre table à dessin. Et retourner à notre table à dessin, c'est reprendre contact avec la base militante du Parti libéral du Québec et, selon l'expression que vous utilisiez, refaire le parti. Pourquoi refaire le parti? Refaire le parti parce que le Québec, à l'heure actuelle, vit un changement de génération. La société québécoise vit un changement de génération où on passe de cette génération des baby boomers à aux générations qui le suivent, c'est-à-dire les générations X et Y. Et que le parti a l'obligation, s'il veut être le reflet de la société dans laquelle il s'inscrit, de représenter correctement cette société. Donc, il faut ouvrir la porte aux jeunes. Le Parti libéral, dans ses instances, fait une place importante à la jeunesse. L'aile jeunesse du Parti libéral du Québec a le tiers des voix au Congrès des membres et ça en fait donc le plus important regroupement politique militant de jeunes
En Amérique, c'est vrai pour les partis américains, c'est vrai pour les partis ailleurs au Canada, au niveau fédéral et provincial. Mais encore faut-il que les jeunes viennent militer au sein du parti, et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que cette jeunesse-là, ce sont les filles et les garçons à l'égard desquels, à l'heure actuelle, on prend les décisions, et ils doivent être capables de faire valoir leur point de vue au sein d'un parti politique. Quel que soit notre âge, on peut avoir deux choix. Soit de dire, bon, ben moi, je vais regarder ce qui se passe, puis je vais être un spectateur, ou je vais devenir un acteur. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette course au leadership, j'ai axé beaucoup mon message vers les jeunes, pour leur dire, non seulement on veut vous avoir comme militant du parti, mais on veut aussi vous donner accès à des circonscriptions pour qu'éventuellement vous soyez des députés et que vous portiez vous-même la voix de la jeunesse à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle je dis aux jeunes, on va devoir ensemble développer une politique qui va faire en sorte que les jeunes vont pouvoir accéder au conseil d'administration des sociétés d'État, tout comme on le fait, par exemple, dans le cas de la parité homme-femme au niveau de ces conseils d'administration. Et c'est la raison pour laquelle aussi je souhaite une politique axée sur la jeunesse qui donnerait à ces jeunes un accès privilégié à la fonction publique pour permettre, d'une part, de renouveler la fonction publique avec un programme de mentorat qui permettrait le transfert de l'expérience d'une génération à l'autre et donc nous assurer que la fonction publique du Québec reflète la société et soit une fonction publique qui soit bien formée et ouverte aux jeunes. Dans l'actualité actuellement, avec la commission Charbonneau, on remet beaucoup en question la confiance justement envers le monde politique, tant au niveau municipal qu'au niveau provincial qu'au niveau national. En tant que candidat, vous voyez ça comment et puis comment vous pensez qu'on peut réussir à redonner confiance à la population en ce monde politique-là qui est important, qui est à la base de notre développement? La commission Charbonneau occupe une place centrale à l'heure actuelle dans le quotidien des gens. Je pense que les gens suivent ça avec beaucoup d'attention et pour cause. Je pense qu'on doit tirer des enseignements de la commission Charbonneau, c'est-à-dire de mettre en place des éléments qui vont dans le sens de la transparence. Il faut que les gestes posés par les hommes et les femmes politiques soient extrêmement transparents et que les gestes posés par les administrations publiques dans la gestion des contrats soient de plus en plus transparents. Il y a des éléments positifs qui ressortent de la commission Charbonneau, malgré tout ce qu'on y voit, puis qui sont des situations que l'on doit dénoncer. C'est de voir que ceux qui y vont, puis qui disent on a fraudé, puis on a corrompu des fonctionnaires et on a fait des gestes illégaux, mais en compter de 2009, on a cessé de le faire. Et pourquoi disent-ils qu'ils ont cessé de le faire à compter de 2009? Ils évoquent tous la même décision qui a été prise par le gouvernement à l'époque, c'est la constitution de l'escouade Marteau. Hein, le premier qui est passé, le dénommé Zambito, dit « Moi, j'ai fait toutes sortes d'illégalités, puis en 2009, j'ai arrêté, puis les gens sont... » Il prend l'expression « serrer les fesses » parce que Marteau est arrivé. Et après Marteau, on a fait l'escouade l'UPAC, l'unité permanente anticorruption, qui est financée à hauteur de 30 millions de dollars par année. Donc, on retient de ça notamment que le contrôle policier est un élément fondamental pour empêcher les gestes de corruption et de collusion. Et il ne faut pas penser que la collusion puis la corruption, c'est né dans les 3 dernières années. Ça existe depuis le début du siècle, ces infractions-là au code criminel. Ce n'est pas unique à la société québécoise. Ça ne fait pas une excuse pour autant. Mais ça nous montre une chose, cependant, c'est qu'on est en train de poser les bons gestes pour nous assurer que dans l'avenir, ces choses-là soient encore mieux contrôlées, de sorte que ça, espérons-le, ne se reproduise pas. Dans les derniers jours, on a déposé le budget, le gouvernement du Parti québécois, quelques commentaires sur le budget et les régions ne semblent pas avoir été mis à l'avant-plan de ce budget-là non plus. Les régions ne sont pas mises à l'avant-plan du budget. D'abord, 2 choses. Traditionnellement, le budget, c'est les revenus. Il y a avec ça un autre livre qui est aussi important qui s'appelle le livre des crédits budgétaires, qui sont les dépenses. Et c'est là où on voit là où le gouvernement va couper. Le gouvernement actuel a eu ni la transparence ni le courage de déposer le livre des crédits en même temps que le livre du budget. Et c'est un budget qui est décevant à bien des égards. D'abord parce qu'on voit une augmentation des taxes et des impôts. On voit une augmentation de taxes dans les produits de consommation courante, alors le tabac, l'alcool, etc. Ce qui fait penser aux vieilles méthodes des années 80 lorsqu'on tente d'aller chercher plus de revenus. Il y a des effets pervers à ça. Toute la contrebande du tabac vient en hausse, généralement, lorsqu'on augmente les taxes sur ces produits-là. Hein? Ça fait partie de la vie en société. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Alors là, c'est un encouragement à la contrebande. L'autre élément qui est extrêmement dangereux, puis
Vous l'évoquiez hors d'onde tantôt, je prenais la route pour venir ici dans la péninsule gaspésienne et je voyais l'état extraordinaire des routes au Québec, puis on était capable de faire la comparaison avec ceux du Nouveau-Brunswick. Je ne veux rien enlever à nos voisins, nos amis du Nouveau-Brunswick, mais ça demandait des investissements considérables en infrastructure et ce que le budget nous annonce, c'est des coupures de 1,5 milliard de dollars en infrastructure. Nous investissions à la hauteur de 4 milliards de dollars. Et on ne le fait pas par plaisir, on le fait pour entretenir ces infrastructures-là, pour donner accès au territoire et pour permettre aux gens de circuler, notamment dans les régions, en toute sécurité. À partir du moment où vous coupez de façon importante dans les infrastructures, c'est à risque. Et rappelez-vous de l'époque où le Parti québécois était au gouvernement, où on avait coupé dans la santé, 4 000 infirmières, 1 500 médecins, les gens allaient se faire traiter aux États-Unis pour des cancers. Bien, il y a une semaine, le ministre de la Santé nous annonce des coupures de 400 millions. À l'époque, quand il était là avant, on a coupé dans les infrastructures avec l'état de délabrement qu'on a connu qui nous a obligés à faire un rattrapage. On nous annonce encore 1,5 milliard de coupures. Puis à l'époque, bien, plutôt que d'investir dans les infrastructures, on avait investi dans les études sur la souveraineté, vous vous rappelez, à hauteur de 90 millions. Et là, on a créé, au lieu du ministère des Affaires intergouvernementales canadiennes, on a dit le ministère de la gouvernance souverainiste. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question en Chambre. Combien allez-vous mettre dans les revenus de l'État pour la propagande souverainiste, alors que c'est un mandat que ce gouvernement-là n'a pas reçu? Il est minoritaire et il n'y a personne au Québec à l'heure actuelle qui est favorable de façon majoritaire. Plus de 60 des Québécois sont opposés à l'idée de la séparation du Québec. Et là, vous avez un gouvernement qui, bien que minoritaire, qui, bien qu'il n'ait pas ce mandat-là de la population, s'apprête à investir dans des études. Alors, c'est l'histoire qui se répète. Coupure en santé, coupure dans les infrastructures, détournement des fonds publics aux fins de la souveraineté. Moi, je pense que c'est un gouvernement qu'on va devoir mettre sous très haute surveillance, mais de le faire de façon responsable. Vision très différente, comme on peut le constater. Oui. Parlons maintenant un peu plus de la Gaspésie en tant que telle. C'est quoi le secret pour mieux développer les régions? Pas nécessairement simplement la Gaspésie, mais c'est quoi le secret pour l'ensemble des régions du Québec? Je suis très heureux que vous me posiez cette question-là. J'ai développé, au fur et à mesure de la tournée, ce discours sur les régions qui demande toutes à ce que les politiques de développement régional soient reconsidérées. J'étais aux îles de la Madeleine, j'étais dans le comté de Bonaventure il y a quelques jours, j'ai fait l'Outaouais. Et partout, ce qui frappe, c'est que le gouvernement a une obligation d'occupation du territoire. Les gens s'y rendent bien, c'est-à-dire que les gens acceptent d'occuper leur région, d'y vivre, de s'y établir, d'installer leur famille, d'y travailler. Ce sont eux qui connaissent le mieux ce que sont les projets qui sont le plus susceptibles d'être des grands succès. Curieusement, au Québec, la politique de développement régional se fait de la capitale. On crée des programmes, un peu comme un complet prêt-à-porter, puis là, on essaie de trouver qui est-ce qui va le mieux remplir ce complet-là. Moi, je dis qu'il faut renverser cette façon de faire les choses et il faut aller vers les régions. Il faut demander aux élus locaux. Alors, on a les maires des municipalités locales, la municipalité régionale de comté, les CLD, les chambres de commerce, les gens d'affaires, ceux qui travaillent dans les régions, qui sont capables d'identifier les projets qui sont porteurs et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour devenir des succès puis des moteurs de développement économique dans chacune des régions du Québec. Ici, vous avez plusieurs projets, j'en discutais justement, il y a Atlantic Fiber, il y a la cimenterie à Port-Daniel, il y a l'aluminerie dans le cas de Grande-Vallée. Ce sont des projets qui sont identifiés par la région comme étant des projets qui sont extrêmement porteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le secteur privé? Vous avez un individu qui fait son plan d'affaires, qui développe son produit, qui va chercher sa clientèle, qui fait un bilan pro forma, puis qui va voir le banquier puis qui dit « Regardez, voici les raisons pour lesquelles vous devez appuyer le succès que je m'apprête à avoir. » C'est exactement comme ça qu'on doit faire. On doit demander aux régions, identifier les projets porteurs et le gouvernement doit être un facilitateur. Pas quelqu'un qui vient dire « Bien, écoutez, si vous voulez de l'aide, il faut que vous entriez dans telle et telle condition. » Parce que ces conditions-là seront différentes d'une région à une autre. C'est la différence entre du mur à mur puis du sur-mesure. Moi, je suis pour le développement régional dans des programmes sur-mesure qui prennent en compte les besoins identifiés par les gens des régions. Et en Gaspésie, vous m'avez posé la question particulièrement pour la Gaspésie. Vous avez une économie qui est basée principalement sur les pêcheries et sur le tourisme.
on doit être capable de venir en aide à cette industrie-là. Ce matin, je rencontrais quelqu'un qui était dans le domaine de la mariculture et qui m'expliquait à quel point les programmes ne sont pas adaptés pour ce type de développement économique-là et d'entreprise qui est capable de fructifier dans une région comme la vôtre. Lorsque Nathalie Normando était aux ressources naturelles et moi aux affaires intergouvernementales canadiennes, négocié avec Ottawa la possibilité de développer l'exploitation pétrolière et gazière dans le Golfe. C'est un élément qui vous touche directement, qui touche les îles de la Madeleine. Deux choses. Un, il faut avoir en toute transparence des études qui nous permettent de voir s'il est possible de faire cette exploitation-là en toute sécurité. Si la réponse est non, on n'y va pas. Si la réponse est oui, même dans les cas les plus sécuritaires, vous savez, le transport aérien, c'est un transport qui est très sécuritaire, il arrive des accidents. On doit prémunir les régions contre ces accidents-là et donc prélever à même les redevances des ressources pétrolières et gazières lorsqu'on sera rendu à l'exploitation, une portion de cela qui doit aller directement à la région. Pourquoi? Pour leur permettre de faire un fonds de diversification, un fonds d'assurance en cas d'accident et un fonds de développement économique, et permettre à la région qui supporte de plus grands risques par rapport à l'ensemble et qui va bénéficier à l'ensemble des Québécois et des Québécoises d'avoir un revenu qui vient directement des ressources qui sont prises chez elles. Ça, c'est une nouvelle façon de voir qui créerait une richesse qui reste dans le territoire à partir duquel l'exploitation est faite. Et pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine, moi, je pense que c'est véritablement une voie d'avenir qui permettrait d'avoir une diversification économique. On parle de belle façon de créer de la richesse, mais la réalité économique de notre région actuellement, c'est que nous sommes la deuxième MRC la plus pauvre au Québec. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui vivent dans cette MRC-là, et je fais partie de ces organismes communautaires-là. Alors, on vit vraiment un problème de sous-financement, et puis il y a du rattrapage à faire, et on n'arrive pas à atteindre l'ensemble des objectifs qu'on se fixe, même à court terme. Quelle est votre vision sur le soutien des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale? Le soutien des organismes communautaires est fondamental et il procède d'avoir une économie qui est forte. À partir du moment où on crée un fonds économique dédié à une région, à partir du moment où on vient en appui à la création des entreprises dans les régions qui sont susceptibles de créer des emplois, on est en mesure de venir soutenir encore de façon plus importante les organismes communautaires. Tout ça, c'est relié. Avoir un discours économique fort, c'est avoir un discours économique pour tous les Québécois, y compris ceux qui sont dans des situations où ils doivent compter sur les organismes communautaires, parce que ça nous permet un meilleur financement de ces organismes-là, ça nous permet d'offrir le panier de services qui vient en soutien aux gens qui sont les plus défavorisés de notre société. Tout ça, c'est interrelié, c'est un tout. Et je pense donc qu'on a avantage à aller vers une politique de développement économique qui prend en compte les besoins des régions. Et surtout dans un contexte comme celui-ci, où vous avez les produits de la forêt, les produits de la pêche, la mariculture, vous avez avantage à investir de façon massive dans la recherche et le développement. Parce que ce sont des entreprises, notamment pour la foresterie, qui est appelée à se transformer. Puis on parle de la question d'Atlantic Fiber, où on produirait des granules de bois torréfiés à partir des produits de la forêt. Les produits de la forêt, traditionnellement, c'était pour faire du bois, puis des 2x4, puis de faire du papier journal. Bien, aujourd'hui, avec la technologie, et vous y participez, les journaux sont de moins en moins des consommateurs de papier. On a de moins en moins de production de papier journal. Il faut donc continuer à exploiter cette richesse naturelle qui est la forêt avec les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, c'est la recherche et le développement. Et la recherche et le développement, c'est le développement et le maintien d'une force économique pour nos régions. En ce qui concerne plus spécifiquement les télévisions communautaires, est-ce que vous croyez qu'ils ont toujours leur place dans le monde des communications à l'échelle provinciale? Absolument. Les télévisions communautaires... On est sous-financés. Oui, bien... Beaucoup par rapport aux radios communautaires, on n'a même pas 50 % de leurs revenus. Là. Au Québec, on assiste à une concentration de l'information qui, à terme, peut devenir néfaste. Il faut que les télévisions communautaires puissent suppléer à la concentration de ces marchés de l'information. La télévision communautaire, c'est le reflet des régions. C'est la capacité d'avoir des informations qui sont des informations issues du territoire. C'est la capacité de diffuser
la créativité d'un milieu. C'est une forme de culture, la télévision communautaire, qui permet de mettre en valeur les réalisations locales. Et plus que ça, les télévisions communautaires, dans des situations d'urgence, ça devient aussi des moyens sécuritaires pour informer la population en cas de séisme ou en cas de cataclysme naturel. Elles doivent, comme les radios communautaires, être encouragées parce que ce sont des moyens de diversification et de rayonnement des milieux. Absolument. M. Moreau, merci beaucoup de votre passage à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Merci de votre invitation. Jeudi dernier, à Chandler, au cinéma Paradiso, on procédait au virage numérique. On passait du 35 mm au numérique en ce qui concerne le mode de fonctionnement du cinéma. Pour en savoir plus, j'ai rencontré M. Charles Méthode, technicien au cinéma Paradiso. Donc, Charles, beaucoup de changements au cinéma Paradiso. C'est vraiment une époque qui prend fin. On passe du 35 mm au numérique cette semaine même, là. Oui, oui, c'était une époque. Moi, ça fait 13 ans que je suis là. Ça fait 13 ans que je suis au cinéma. J'ai appris avec Louis Roy. Puis là, cette semaine, on sort tout le vieil équipement. L'équipement s'en va dehors. On change au numérique. Passer au numérique puis laisser tomber le 35 mm, c'était pas mal inévitable. C'était même rendu difficile d'avoir des films en 35 mm et difficile aussi pour le cinéma Paradiso de pouvoir offrir à sa clientèle des films là, au même rythme que, disons, à l'extérieur de la région. Ah oui, c'est sûr. Depuis le mois de septembre, il se faisait plus de films en 35 mm. Ça fait qu'on était pris avec ce qu'il y avait, mais on a transformé ça pour faire le festival Twilight. Ça fait qu'on a tout joué les Twilight depuis le premier pour arriver au nouveau numérique. Puis c'était fermé ou modifier l'équipement. Et puis là, la bonne nouvelle, c'est que le dernier chapitre de Twilight, bien, c'est en numérique que ça va se passer. Oui, c'est en numérique. Puis on est content parce qu'on va avoir, en plus du numérique, on va avoir le 3D. Fait que c'est beaucoup moins d'ouvrage pour le projectionniste, mais la qualité de son et d'image va être merveilleuse. Justement, pour que les gens comprennent, travailler du 35 mm, c'était tout un art en soi. Hein? Ah oui, c'était une bonne job. Travailler avec les bobines de film, monter le film, préparer les bandes annonces, tout, c'était une bonne heure d'ouvrage par film pour le monter. Et environ 15-20 minutes le démonter, le mettre dans les boîtes. C'était des boîtes de 50 livres chacune, 2 boîtes par film. Ça fait que le transport est assez cher. Là, on se ramasse avec un disque dur, une petite boîte qui pèse à peu près 5 livres. Et puis au niveau de la fiabilité, je pense que ça va être mieux aussi. Oui, la fiabilité. L'équipement qu'on a acheté roule, ça fait déjà plusieurs années. Ça fait que les petits pépins ont pas mal tout été réglés. Ça fait que là, on a de l'équipement flambant neuf, mais qui a roulé sa bosse. Ça fait qu'on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Est-ce que ça va être mieux au niveau de la qualité? Puis je pense qu'au niveau sonore aussi, il va y avoir une amélioration. Oui, parce qu'avec la pellicule, plus la pellicule était usée, plus on avait des problèmes vis-à-vis de l'image. Et le son était sur la pellicule, donc le son était dépendant. Si le film était résé, il avait une mauvaise image, mauvais son. Et c'est ce matin que vous avez commencé les travaux. Là, on parle quand même là, de 48 à plus de 48 heures d'ouvrage pour tout mettre ça en place. Là. Ah oui, ça a pris une bonne avant-midi tout sortir le vieil équipement, parce que le vieil équipement est très pesant. Un projecteur au total doit peser 1000 livres, si je ne me trompe pas. Là. Puis c'est le descendre, le défaire en morceaux, le débarquer. Le nouvel équipement est arrivé, ça pèse pas mal moins, mais c'est plus de technique pour l'installer. C'est toute une nouvelle technologie à apprendre. Donc, le numérique va être en place de façon officielle et certaine dès décembre, sans problème. Ah, on joue jeudi. Jeudi de cette semaine, on va commencer à démonter lundi matin. Jeudi de cette semaine, nos techniciens nous ont assuré que c'était installé pour jeudi soir. Alors, pour les gens qui veulent en savoir plus, 689 Films? 689 Films sur Facebook, Cinéma Paradiso. Cinéma Québec, Cinoche, on est là, mais les plus fiables, c'est 689 Films et Facebook. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement. Toujours en notre compagnie, Mme Josselle Covier. Et le sujet de cette semaine, un sujet qui passionne mon garçon à la maison, les animaux. Bonsoir, Josselle. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, de quel genre d'animaux tu vas nous parler aujourd'hui? J'ai fait une petite compilation de différents animaux, parce que moi aussi, ça me passionne. Puis j'ai trouvé des petits faits intéressants. Évidemment, toujours avec des images. Ah, bien, ça va être très intéressant encore une fois. Alors, je commence avec l'ours polaire, qui est le plus grand carnivore terrestre avec l'ours Kodiak. Les gens vont voir une image à l'écran d'une patte d'ours polaire. J'ai vraiment tombé sur le dos, là. C'est immense, on n'a comme pas idée à quel point. Puis quelque chose, peut-être que les gens ne savent pas, c'est que l'ours polaire a la peau noire. Évidemment, il a la fourrure blanche. Je m'en allais dire le plumage, je ne me demande pas pourquoi, mais la fourrure blanche
Pour le camouflage, évidemment, parce qu'un ours noir dans le pôle Nord, ça serait assez visible pour les phoques. Tape à l'œil un peu. Exactement, mais il a donc pour le camouflage, mais la peau est noire pour attirer les rayons du soleil, parce qu'évidemment, au niveau de l'Arctique, le soleil, c'est pas là qui est le plus fort et le plus présent toute l'année. Donc, le moindre rayon du soleil pour se réchauffer, il doit essayer de le capter. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, un T-shirt noir, un T-shirt blanc. Le T-shirt noir va être beaucoup plus chaud l'été parce qu'il va attirer la chaleur. Tout à fait. C'est ce principe-là. Je ne sais pas si c'est pour ça que les jeunes phoques, les blanchons qu'on appelle, sont blancs au départ. Peut-être que la nature a voulu les protéger. Ça serait quelque chose à vérifier. Oui. La semaine prochaine, on va approfondir le dossier. Vous écouterez JE vendredi à 7h. Ça devrait être à l'antenne. On va faire enquête. Puis quelque chose qui est intéressant, on parle, la fourrure est blanche, mais en fait, les poils de l'ours polaire sont incolores, transparents. Ce qui fait qu'ils sont blancs à notre vue, c'est la façon que le soleil va réfléchir sur la structure du poil, mais en tant que tel, c'est vraiment transparent. Ah, moi, je ne savais pas ça. J'ai appris en faisant la recherche. Maintenant, je parle des fous de bassin. Je parle vraiment du coq à l'âne. Donc, le fou de bassin, vous les avez sûrement déjà vus plonger, c'est assez impressionnant. Oui. Donc, ça peut repérer un banc de poissons à 40 mètres de hauteur, ce qui est assez impressionnant. Ça peut plonger à 110 km/h, puis à 15 mètres de profondeur. Donc, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Puis, ce qui fait qu'un fou de bassin peut plonger de cette façon-là aussi rapide, c'est qu'il y a des sacs aériens sous la peau. Il y a les yeux, il y a une paupière spéciale, une membrane qui protège les yeux. Ah oui. Il y a le bec, la membrane recouvre l'œil lorsqu'il plonge. De façon très... J'imagine qu'elle est transparente, c'est ça? C'est une petite membrane, oui, qui va protéger les yeux. Spécial. Il y a les narines qui vont se fermer de façon très étanche. Pourquoi? Parce que, disons, vous prenez un goéland, vous le faites plonger à 110 km/h, il va littéralement mourir, exploser. C'est les forces en présence lorsque ça plonge un oiseau à cette vitesse. Puis on voit que le fou de bassin, lorsqu'il plonge, il se met vraiment dans une position aérodynamique vraiment... Les gens voient des images, justement, de la position. Là, ça plonge comme une flèche, carrément. Donc, il est vraiment fait pour plonger de cette façon-là. Vous ne verrez pas un goéland faire la même chose, sinon on va avoir des problèmes. Donc, ce qui se passe, c'est lorsqu'il plonge comme ça, ça produit une onde de choc et ça assomme les poissons. C'est de cette façon-là qu'ils vont pêcher, si on veut. Et ils vont prendre le poisson, ils vont le manger à l'intérieur de l'eau. Lorsqu'ils le ressortent, ils ressortent toujours le bec vide. Et c'est pour ça qu'on les appelle les fous de bassin. C'est que les premiers pêcheurs, ils voyaient l'oiseau plonger comme ça, puis ressortir toujours le bec vide, donc ils se disaient que c'était des oiseaux fous. Donc c'est de là que vient le nom. Ensuite, je vais parler d'autre chose, la reconnaissance de soi. Ce qui fait qu'on va se regarder dans un miroir puis on sait que c'est nous. Bien, chez l'être humain, ça va apparaître vers 2 ans, l'âge de 2 ans. Si vous mettez un bébé devant un miroir avant ça, il va voir, mais c'est pas lui, là, il n'a pas conscience. Bon, on a fait le même test avec différents animaux pour savoir s'ils se reconnaissaient. Puis, c'est pas tous les animaux qui ont réussi le test. À ce jour, ceux qui l'ont réussi, ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on mettait une tache dans le front de l'animal, puis on mettait un miroir. Si l'animal essayait de toucher la tache ou de l'enlever, ça veut dire qu'il a conscience que c'est lui. Donc, il y a les chimpanzés, les macaques, les bonobos, qui est un type de singe qui reconnaissaient que c'était eux-mêmes. Ah oui. Certains types de gorilles, les rats, les éléphants. Les éléphants prenaient leur trompe pour essayer d'enlever la tache. Ah oui. Oui. Il y a les porcs, les pies, il y a les corbeaux, les perroquets, les dauphins. C'est surprenant. Les orques et les pieuvres. Ça, c'est un signe d'intelligence, quoi? Non, c'est pas nécessairement relié à l'intelligence. Par exemple, un chien ou un chat ne va pas faire ça. Ça ne veut pas dire que ce pas des animaux intelligents. Ça veut dire qu'eux, pour reconnaître les gens, par exemple, le chien et le chat vont se fier beaucoup plus à leur odorat qu'à leur vision. Donc, mais c'est quand même intéressant de voir les animaux là, qui se reconnaissent. Ensuite, justement, je vais parler des chiens. Donc, le chien a été domestiqué il y a environ 17 000 ans. Ça fait quand même assez longtemps. Puis, il descend du loup gris d'Asie centrale. Donc, on parle d'environ 400 races de chiens. Donc, les chiens sont vraiment des descendants des loups. Oui, il y a eu beaucoup de controverses. On ne savait pas trop, mais selon les dernières analyses génétiques, on parle que ce serait un descendant du loup.
Il y aurait environ plus de 400 races de chiens. Elles ne sont pas toutes reconnues. Il y a peut-être 167 races qui sont vraiment reconnues. Puis la plupart de ces races-là ont été développées dans les derniers siècles. Puis les chiens, ces races-là vont descendre de 14 races anciennes. Ce qu'on fait, c'est qu'on a fait justement des analyses génétiques de toutes les races de chiens, puis on a fini par remonter à 14 races principales. Pourquoi les chiens, c'est si différent? C'est l'animal domestique avec le plus de différences morphologiques, parce que si on compare à un chat, que les chats relativement se ressemblent tous en taille, bien, les chiens, il y a une diversité incroyable. C'est que très tôt, on a décidé de faire l'élevage de chiens et de faire des croisements pour que les chiens font des tâches en particulier. Par exemple, on voulait un chien pour la chasse, on pouvait vouloir un chien pour être un berger d'un troupeau de moutons, etc. Donc, ce qui a amené vraiment à faire beaucoup de croisements, contrairement aux chats où généralement, les croisements qu'on a fait, c'était plus pour de l'esthétique. Et aujourd'hui, les croisements de chiens, c'est aussi beaucoup plus pour de l'esthétique. C'est vrai. J'ai ressorti 2 races de chiens qui sont assez drôles. Les gens vont voir des images. Le chien Pouli, qui est un chien de berger hongrois, c'est le chien le plus touffu du monde. Donc, les gens voient les images à l'écran. C'est un chien littéralement imperméable à l'eau. Il a 2 couches de poils. Il a une couche de sous-poil doux et laineux. Et par-dessus ça, il va avoir un pelage qui est long et rugueux. Et quand le chien court, c'est sa particularité, les gens voient des images, c'est vraiment une boule de poils. Tu vois ni les jambes, rien, donc c'est quelque chose d'assez drôle à voir. Ensuite, une autre race de chien là, qui est assez impressionnante, c'est le mastif rouge tibétain. C'est un chien de berger aussi, mais d'Asie. C'est une des plus anciennes races de chiens et c'est ces chiens-là qui gardaient les monastères, donc il y a très longtemps au Tibet. C'est un chien qui est considéré en Asie sacré, aussi un porte-bonheur. Il y a des gens qui en ont 20 dans leur maison à ce point-là. Puis c'est un des chiens aussi qui est le plus dispendieux. On peut penser payer plus de 10 000 $ pour un chien comme ça. Puis le record, justement, du chien le plus cher du monde, c'est un mastif rouge tibétain qui s'est vendu pour 1,5 million de dollars. C'est un chien qui était considéré parfait, qui avait une couleur rouge brique, qui n'est pas nécessairement très courante chez cette race de chien-là. Donc, maintenant, je vais continuer avec les chats. Les chats qui sont domestiqués depuis moins longtemps, depuis 7500 ans. Puis l'ancêtre du chat, c'est le chat sauvage africain. Les gens vont voir une image à l'écran. Ça ressemble relativement à nos chats domestiques. Puis il y a beaucoup moins de races de chats. On parle de 54 races. Puis, comme je disais tantôt, la raison pour laquelle il y a moins de chats différents, c'est vraiment parce que le chat, généralement, on va le voir plus comme un compagnon que pour faire des tâches bien précises. J'ai ressorti encore 2 races de chats que je trouvais assez drôles. Il y a le chat Munchkin, qui est un chat qui est apparu en 1983 et qui est un chat saucisse. Donc, il y a le chien saucisse, il y a le chat saucisse. C'est un chat avec des pattes très courtes. Puis c'est apparu justement en 1983, c'est que parfois les chats naissent avec des problèmes génétiques. Bien, il y a un chat noir qui est venu au monde avec des petites pattes qui était une maladie génétique. Puis on a cherché à croiser ce chat-là pour en obtenir avec des petites pattes. Puis à force de faire des croisements, c'est ce qu'on a obtenu. Donc ce chat-là s'appelle Blackberry. Tous les chats Munchkin du monde sont des descendants de Blackberry. Ce qui est assez particulier de ce chat saucisse-là, les gens voient des images, c'est littéralement, ça marche sur ton plancher puis ça balaye ton plancher là, avec son manteau, oui. C'est un chat qui va garder son caractère de chaton même adulte. Donc, vous allez avoir un chat qui aime jouer, qui est très actif, là, même à l'âge adulte. Ensuite, une autre race de chat qui est très impressionnante, qui est apparue en 1986, c'est le chat Savannah. C'est un chat qui est un croisement entre un chat domestique et un serval d'Asie. Les gens vont voir l'image du serval. C'est un félin, justement, d'Asie. Donc, on a réussi à faire des croisements. Ça a été quand même assez laborieux. C'est le plus grand chat du monde. Il peut peser 30 livres, ce qui est assez lourd pour un chat. Les gens vont voir des images à l'écran. C'est un chat très grand, mais qui garde quand même des caractéristiques de félin sauvage. C'est assez impressionnant. Mais si vous voulez vous en procurer un, c'est 20 000 $ au minimum. Puis si le chat est hypoallergène, vous allez payer dans les 30 000 à 40 000.
Et si vous avez une version avec des caractéristiques morphologiques particulières, des taches particulières, vous pouvez payer jusqu'à 125 000 pour ce chat-là. Ce qui est spécial du chat, c'est que c'est un chat qui a le tempérament d'un chien. Donc, si vous hésitez entre un chat et un chien, vous pouvez avoir un Serval qui est vraiment un mélange des deux. Un Savannah, oui. Donc, il a le tempérament d'un chien. C'est un chat qui est très sociable. C'est pas un chat qui va être, si on veut, indépendant comme la nature. Ce qu'on reproche souvent aux chats. Hein. Exactement. Un chat qui donne la patte, puis qui se couche, puis qui... Exactement. Ça va être assez spécial, donc, c'est pas un chat qui va venir quand il a faim. Tu l'appelles, il va venir. Le chat, lui, il te regarde. Complètement indifférent. Donc, c'est ça. Il y a des gens, justement, qui aiment les chats pour leur côté indépendant, mais c'est ça. Si vous avez plus envie d'un animal social, donc c'est un chat pour vous. C'est un chat qui marche en laisse, justement, parce qu'il a un tempérament de chien. Donc, il y a plusieurs générations. C'est que si on fait un croisement entre un chat domestique et un Serval, on va avoir ce qu'on appelle un chat F1, qui va avoir... les images que vous voyez à l'écran, c'est des chats F1 de première génération qui vont être presque 50-50. Après ça, on peut faire d'autres croisements, puis on arrive à des générations F2, F3, F4, F5. Vous allez payer moins cher si c'est plus loin. On joue beaucoup avec la génétique des animaux, d'après ce que je peux voir. C'est la génétique, puis c'est des animaux souvent qui vont être stériles. Est-ce que c'est fait par des spécialistes ou c'est fait par des amateurs, tout simplement, ou des éleveurs? C'est fait par des éleveurs. Ça a été fait par des éleveurs... Qui ont une formation ou qui... Je pourrais pas te dire, mais c'est... Comme on dit, jouer à Dieu, là. Oui, c'est ça. C'est que, évidemment, ça amène des chats qui vont, souvent, qui vont être stériles, qui peuvent avoir des problèmes. Évidemment, quand on parle de races particulières comme ça, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes, des maladies particulières, comme beaucoup de chats et de chiens de race. Parce qu'on... Plus sensibles, hein? On comprend que c'est des animaux qui ont moins de brassage génétique. On va souvent les croiser avec des gens de famille éloignés. On comprend qu'ils sont tous un peu parentés de loin. Exactement. Si vous avez un bon éleveur, il va essayer justement de l'accoupler avec un animal qui n'est pas trop parenté. Ouais. Mais sinon, vous pouvez vous ramasser. C'est pour ça qu'on peut dire, exemple, que, je ne sais pas, moi, les chiens bassets ont tel défaut, telle maladie, vous pouvez vous attendre à ça. Exact. Même chose pour les chats. Donc, il y a des gens qui vont quand même préférer un chat de race. Il y en a d'autres qui vont préférer un croisement qui n'a aucune différence. Mais avant moi, personnellement, il n'y a rien comme un bon chien bâtard. Un bon chien bâtard. Donc, c'est sûr que... mélangé, c'est tough, ça toffe la run. Tu ne vis pas sur le vétérinaire. J'en ai eu de race plusieurs. Oui, c'est sûr. Je veux dire, c'est pas... Les oreilles. C'est pas une question de discrimination. Là. Il faut se rendre à l'évidence qu'un chat ou un chien de race va avoir plus de problèmes généralement. Ouais. Parce que les gènes se ressemblent plus, tandis qu'un bâtard, c'est mélangé avec à peu près n'importe quoi. C'est ça. Donc, puis, ça dépend des goûts. c'est pas pour juger non plus de ceux qui prennent des chiens de race. Hein. Il y a tous les avantages qui viennent avec les différentes races de chiens aussi. Hein. Bien, on peut être en amour avec, par exemple, un chien saucisse, puis on veut absolument un chien saucisse, mais il faut bien s'informer avant. Puis faire attention aux éleveurs, hein, toutes les histoires d'horreur qu'on a entendues dans l'actualité ces dernières années. Là, vraiment faire attention. Oui, un éleveur. Que ça ne vienne pas d'une usine à chiots. Toutes ces histoires de Exactement. Puis on peut vous vendre, ah oui, c'est un chien pure race, mais dans le fond, c'est un mélange. Ou comme je dis, ça a été croisé avec consanguin, là. Ouais. Si on veut, là, bien là, vous avez encore plus de chances d'avoir des problèmes génétiques. Donc, c'est quelque chose, l'achat d'un animal, c'est quelque chose qui se réfléchit. On ne fait pas nécessairement ça, c'est un coup de tête et un coup de cœur. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir si on est prêt à s'occuper d'un animal. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je vois tellement d'animaux abandonnés, là. Donc, réfléchissez avant d'acheter un animal, puis achetez un animal qui vous convient. Parce que si vous restez dans un petit appartement, que vous ne sortez jamais marcher, et vous achetez un labrador, il va peut-être avoir un problème. Et il va être très malheureux. Exactement. Puis, ne soyez pas surpris s'il défait tout dans votre appartement parce qu'il a besoin de bouger. Donc, des fois, aussi, on se dit « Ah, mon chien a mauvais caractère », mais ce qu'il est dans l'environnement qu'il devrait être. Donc, c'est des choses à vérifier. Puis pas prendre de chien saucisse pour traîner des traîneaux non plus. Je pense que ça serait... Ça a plutôt des petites pattes. Ou des poméraniens. 125 poméraniens en avant du traîneau. Encore une fois, une capsule divertissement très, très divertissante. Oui. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine.
Bien, mesdames, messieurs, c'est ce qui va conclure votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. On se laisse sur des images de la soirée des Chevaliers de Colomb qui avait lieu le 24 novembre dernier à la Polyvalente de Grande-Rivière. Soirée où on rendait hommage à l'ensemble des personnes qui soulignaient leurs 50 ans de mariage. Alors, on se laisse sur ces images et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et pour ceux qui ne peuvent nous voir sur le canal communautaire, je vous invite à nous regarder directement sur le web à l'adresse suivante au www.tvcgr.com. Nous sommes présents sur le web et l'ensemble des émissions de TVCGR sont disponibles aussi sur le web. Et en terminant, je vous invite à jouer au bingo de TVCGR tous les dimanches 12h30. À la semaine prochaine. On veut rendre hommage, évidemment, à ceux qui nous rassemblent ici ce soir. Et pour le faire, il n'y a personne de mieux choisi que celui qui préside aux destinées de notre ville, qui a, entre autres, payé le vin d'honneur qui nous a été servi à l'entrée. Alors, je demanderai au maire de la ville, M. Bernard Stevens, de venir nous adresser quelques mots. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui de rendre hommage à des couples merveilleux qui ont su traverser ensemble 50 ans de vie commune. Je remercie d'ailleurs André Baudin et le comité organisateur de m'offrir ce privilège. J'applaudis également le comité pour cette belle initiative de souligner les 50 ans de mariage des couples de chez nous. Je me réjouis d'autant plus qu'il m'est permis de revoir une personne avec qui j'ai été à l'école jadis et que je n'ai pas revue depuis l'année 1954. Et jeune homme, André n'a fait allusion tout à l'heure, on était dans la même classe, M. Léon Dubé. Que des choses, que des moments, lorsque j'ai su que Léon était parmi les jubilaires, que de choses m'ont trotté dans la tête. On était enseignés dans ce temps-là, c'était les frères des écoles chrétiennes, puis nécessairement, il y avait des professeurs, femmes et hommes. On s'est rappelé de très beaux souvenirs, des beaux et parfois des moins beaux. Parce que dans ce temps-là, la strap était en vigueur. Chers jubilaires, qu'il me soit permis de vous tutoyer. Edgar et Antoinette, Paul-Étienne et Gisèle, Jean-Charles et Thérèse, Huldège et Janine, Régis et Gisèle, Léon et Anna. Vous avez uni votre destinée au début des années 60, tout particulièrement en 1962. On se rappelle toute sa vie du jour où l'on se marie, tellement c'est un événement unique et en tout point, on peut dire magique. Vous vous souvenez sans doute de vos premiers temps passés ensemble, avec en tête vos projets de jeunes mariés. Que de routes parcourues depuis ce jour. Vous avez su vous frayer un chemin à travers toutes les années. Pas toujours facile. Et vous avez dû trimer dur pour souvenir aux besoins de votre famille et y installer un climat de sérénité et de sécurité. Mais votre attachement mutuel et votre confiance dans la vie ont permis de parvenir. Depuis tous les temps, la société repose son noyau que forment un homme et une femme qui ont décidé un jour de cheminer ensemble pour le meilleur et pour le pire. 50 ans de mariage, ça signifie énormément. Outre le fait d'avoir atteint un certain âge, vous avez toute une marmaille qui suit vos traces et qui perpétue la tradition et les valeurs que vous leur avez inculquées. Et ce, j'en suis sûr, vous en êtes très fiers.
Je ne peux m'incliner respectueusement devant le couple que vous formez et je souhaite qu'en poursuivant votre route, vous connaîtrez des jours heureux pour de nombreuses années encore. Je vais terminer mon allocution par une phrase qui résume bien que la base et la durée d'une vie de couple reposent essentiellement sur le respect de chacun. Et je vous dis ceci. Les couples heureux considèrent leur partenaire comme un invité spécial dans la vie. Les couples heureux n'ont pas d'histoire. Les couples heureux se taisent et se contentent de s'aimer. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, Bernard. J'inviterai maintenant pour la remise de souvenirs, j'inviterai notre curé Serge à venir avec le grand chevalier Roland. J'inviterai Martin et Ernest Cyr, qui est le fidèle navigateur de l'Assemblée Monseigneur Donat-Sévigny du 4e degré. Alors, je demanderai, pour que ce soit dans l'ordre, je demanderai que Roland soit au bout de la table, suivi de Serge, de Martin et d'Ernest et de Bernard. Je vous explique en 2 mots ce qui va se passer. C'est que le grand chevalier va remettre aux personnages qui sont en avant ce qu'ils doivent remettre à nos couples jumelés que j'appellerai dans l'ordre. Et Bernard remettra pour sa part au nom de la ville le logo, l'épinglette de la ville avec les armoiries. Alors j'invite d'abord Paul-Étienne et Gisèle à venir recevoir leurs souvenirs de ce souper spécial. Et j'invite mon ami André à poser. Je vais être là. Par après. Alors les autres aussi qui veulent prendre des photographies, ben oui. Alors Serge remet un certificat au nom de la paroisse de Grande-Rivière. Martin remet une lettre signée par Monseigneur Gagnon. Ernest remet un laminé des chevaliers de colon du 3e et du 4e degré. Et Bernard remet les armoiries de la ville. Et je demanderai au couple, lorsqu'ils auront reçu leur prix, de venir dans l'ordre s'installer juste à droite du drapeau qui est à ma gauche. Bon. Allez, attention, là. Manque le pas, hein, toi. OK, on y va? Yes. Super. Ça, Martin va... Ouais, juste le gars, il va avancer, Passe-toi là. OK, on regarde ici. C'est bon. Ernest va avec. Bon. Du drapeau. Et j'invite maintenant Edgar et Antoinette. Je voudrais vous raconter quelque chose par rapport à Edgar. Edgar Moreau, là, croyez-le ou croyez-le pas, là,
il a pacté l'église de Grande-Rivière pour me faire élire conseiller, pas conseiller, mais marié, il y a une vingtaine d'années. Il avait cabalé toute la veille, il avait pacté l'assemblée de paroisse. Il devrait revenir. Si on dit, il devrait revenir. Il devrait revenir, j'ai besoin de lui. Félicitations, oui. Félicitations. Oui, tu me regardes, frère. On l'a manqué, notre photo? Avec les diplômes. Non. Avec les diplômes. Avec les diplômes. Bon. OK, on y va? Allez, attends-toi, là. Super. Merci. Vas-y, mon frère. Il s'agit d'un moment, pour les couples, il s'agit d'un moment mémorable. Il rencontre à la fois les autorités religieuses et les autorités civiles, et en même temps les amis de la communauté de Grande-Rivière, de Sainte-Thérèse. Il y a des gens ici d'un peu partout, il y a même des gens de Monsieur et Madame Jean-Pierre de la Roseby, de Saint-Godefroy, de Hope, hein? De Hope Town. Il y a des gens de Gaspé, il y a des gens de Montréal, des enfants qui sont venus retrouver leur famille. D'où? De Boisbriand. C'est une grande fête le 24 novembre. Hein? De Montréal. Il y en a peut-être d'ailleurs, vous me direz. De Maria, de Montjoly, Saint-Bruno. La province est réunie à Grande-Rivière aujourd'hui. Cap-d'Espoir, Percé, Pellegrin, Saint-Gabriel, Port-au-Mills, les 28. Alors, j'invite maintenant Edgar et Antoinette à venir rejoindre Paul-Étienne. Maintenant, c'est au tour de Régis et de Gisèle. Voilà, c'est une enveloppe brune. Il y a du cash qu'on met dans les enveloppes. Bon. André, es-tu prêt? Félicitations à vous. Ok, regarde ici. Pendant que tout ça se fait en avant, je voudrais vous relater aussi un autre, c'est pas une anecdote, c'est un fait très important. Martin Arsenault a passé plusieurs années dans la paroisse de Grande-Rivière, autant à la polyvalente qu'à la paroisse même. Et imaginez-vous donc que la semaine dernière, à Victoriaville, Martin Arsenault a reçu un prix provincial qui s'appelle Porteur de flambeau. C'est la mention d'honneur unique que l'Association des camps de vacances du Québec décerne à quelqu'un qui s'est démarqué. Et naturellement, Martin Arsenault s'est démarqué avec la base Tonnerre de Bellefeuille, qui est une bonne réputation à travers tout le Québec. Bravo Martin, et félicitations. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir pour lui de répondre oui quand on l'invite à Grande-Rivière. Garder beaucoup de relations, beaucoup d'amour et d'affection des gens de Grande-Rivière. Il est bon, lui. Alors, j'invite Régis et Gisèle à venir rejoindre les autres couples là, à ma gauche. Et j'invite maintenant celui qui est quasiment le clou des retrouvailles ce soir, Hervé et Anna, à venir recevoir des souvenirs de cette soirée. Là, j'ai dit ce que lui. Hein? Léon Dubé,
Romuald Boutin, Gilles Lafontaine, Bernard Stevens sont ici présents ce soir, étaient dans la même classe en 1954. Et le professeur à ce moment-là qui est ici présent aussi ce soir, puis je souligne sa présence, Mme Agathe Landry-Duguay, qui est avec nous ce soir. Je retourne les voir, Je voudrais vous dire que le laminé qui vient du 3e, du 4e degré est une œuvre, une des nôtres, un ancien professeur aussi qui est avec nous ce soir et qui fait ça bénévolement à chaque année, qui écrit de sa main de fée toutes les écritures qu'il y a là-dessus. Il s'agit de Mme Alberte Lenkop-Sutton qui est avec nous aussi ce soir, une ancienne de nos professeurs. Encore besoin de Merci. Ici. Alors, j'invite Anna et Alain, Léon et Anna. Très impressionné par la présence de Léon ce soir et d'Anna à venir rejoindre les autres ici. Et j'invite maintenant quelqu'un qui est de Sainte-Thérèse et qui visite souvent Grande-Rivière puis qui est toujours de bonne humeur. Puis ça nous fait plaisir de l'accueillir ce soir. Eldège Collin et son épouse Janine. Félicitations. On dit que le soleil, c'est pour nous. On regarde ici. Il a donné des enveloppes brunes à tout le monde. Il va nous dire Hey, on donne la Dieu avant maudit, là. Je vais le dire après. J'aimerais vous souligner que la musique ce soir, celle que vous avez entendue et surtout celle qui va venir par après parce qu'elle va vous faire danser, c'est Jolène Gauvier. Elle est toujours là. On la remercie beaucoup d'être avec nous et d'animer nos soirées. Alors, on demanderait une bonne main d'applaudissement pour Jolène. Alors, on demande à Eldège et Janine de venir rejoindre les autres couples. Les derniers, mais non pas les moindres. Elle est une enseignante à la retraite et lui, un ancien pêcheur, un ancien fonctionnaire, un homme extrêmement en forme. J'invite Jean-Charles Chevary et Thérèse Anglais à venir recevoir des souvenirs de cette soirée. André, allez. Ah non, pas des photos. Oui.
Vous êtes détaché, là. Pas toi. Félicitations à vous. Bon, tiens, Jean-Charles. OK, on regarde ici. Regarde-le. Félicitations. OK, on regarde ici. Ici. Les mains pleines, Jean-Charles! C'est pareil. Alors, merci beaucoup, Thérèse et Jean-Charles. Je vous demanderai de venir rejoindre le groupe. Je remercie beaucoup nos invités d'honneur qui ont remis les certificats et je demanderai à notre grand chevalier Roland de rester ici, s'il vous plaît. André, on va pouvoir prendre une photo du groupe avec le grand chevalier vis-à-vis de notre... Il y avait du monde des îles de la Madeleine ici? Ah ben, moi, t'as dit... Ah ouais! Il y avait Roland Chevrier aussi, hein? On va se compresser, on va se rentrer. Monsieur Edgar, mettez-vous en avant de votre femme. Madame, mettez-vous en avant, mettez-vous à côté. OK, on va se passer. Mettez-vous en avant, madame. Mettez-vous en avant. Mettez-vous en avant, une belle. OK, ensemble, madame. Qui est rendu, là? OK, tout le monde, on regarde ici? Oui.